Le département et singulièrement cette région ont connu un séisme, le dernier séisme meurtrier en France au mois de juin 1909. Et ce séisme et ses conséquences nous permettent de montrer ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez ici donc tout à côté, tout en face, le château de l'Empéry, un château qui commence à être construit au XIe siècle et prend son allure quasi définitive au temps de la Renaissance. Superbe forteresse où Catherine de Médicis, invitée par Nostradamus, a résidé. Juin 1909, donc, survient un séisme et l'une des tours de ce château est ébranlée. Et ce que l'on ferait aujourd'hui, bien entendu, c'est qu'on conforterait la tour en attendant de pouvoir la restaurer, la réhabiliter, la maintenir, la pérenniser. Eh bien, à l'époque, l'armée, qui avait été chargée de la sécurité des Salonnaises et des Salonnais, n'a rien trouvé de mieux que de mettre donc des explosifs et de faire sauter la tour, créant d'ailleurs des dommages assez importants périphériques, puisque quelques jours après le séisme, en faisant voler en éclats une tour donc de plusieurs siècles âgée, et avec des pierres qui partaient sur les toitures des maisons au-dessous. On a perdu une tour du château de l'Empéry, et ça illustre tout à fait la préoccupation que nous devons avoir aujourd'hui. Comment intégrer la protection, la prévention, l'éventuelle gestion de crise sur le patrimoine bâti, sur le patrimoine français, y compris sur des écosystèmes particuliers qu'il faut également protéger. Alors, on est plusieurs à réfléchir un peu à un vrai plan patrimoine en matière de prévention des catastrophes naturelles et même des catastrophes technologiques. Et je crois qu'il sera bon de lancer une réflexion auprès des élus locaux qui, bien souvent, doivent déjà faire face à l'élaboration, au vote, au financement de plans de prévention à certains risques et qui n'intègrent peut-être pas toujours suffisamment une préoccupation particulière qui est celle du patrimoine. Alors que le patrimoine, dont on peut parfois redouter qu'il soit un risque ou un danger supplémentaire parce que âgé, parce que peut-être fragilisé, en réalité doit être protégé, mais peut devenir, dans certains cas, un lieu, par exemple, d'accueil de populations qui auraient été atteintes par une catastrophe et qui pourraient trouver refuge là. Ça s'est vu. Et donc, au Conseil d'orientation des politiques de prévention aux risques naturels majeurs, il avait été abordé dès l'origine la possibilité de réfléchir à une thématique particulière sur la protection du patrimoine. Et on a pris comme exemple certaines initiatives à travers le monde qui se sont fait jour après des catastrophes, ou des initiatives globales sans qu'il ait été besoin de catastrophes particulières. Je pense par exemple en Angleterre où le National Trust a lancé une véritable réflexion sur l'urgence, les politiques d'urgence en matière de protection du patrimoine, avec des documents extrêmement bien faits à destination des propriétaires de patrimoine bâti et également à destination des élus locaux pour les aider dans cette réflexion sur la prévention si spécifique du patrimoine. L'élu national que je suis et qui n'a pas de responsabilité locale, bon, est plutôt mieux placé ou bien placé pour porter un peu ce message-là en disant à mes collègues élus, attention, lorsque vous faites un plan de prévention au risque dans votre commune, il est essentiel de tenir compte des spécificités que un patrimoine ancien peut comporter. Puis je crois que dans ce département, nous sommes effectivement très sensibilisés parce que nous affrontons le risque d'incendie de forêt, nous affrontons le risque sismique, le risque dans certains cas de glissement de terrain. Il y a eu aussi un risque avec des zones minières où il y avait des effondrements de terrain. Et puis bien entendu, il y a donc ce risque inondation très prégnant.
L'ingénieur Podesta est expert en matière de vulnérabilité sismique des édifices historiques. Il a notamment évalué les dommages sur les bâtiments historiques après les séismes de l'Aquila. Il collabore au projet Alcotra Interreg Strategic RiskNat sur les risques naturels dans les Alpes occidentales. Professeur Podesta, les techniques de construction d'autrefois prenaient-elles en compte le risque sismique? Gli edifici storici in muratura presentano un'intrinseca vulnerabilità alle azioni sismiche. La debole resistenza a trazione della muratura, le soluzioni di continuità che sono presenti, la presenza di elementi... Les édifices historiques sont par nature vulnérables au séisme. La maçonnerie a une faible résistance aux tractions et leur structure présente des discontinuités et des éléments de contrainte, par exemple des arcs-boutants. Dans les zones à majeur risque sismique, les anciennes règles d'art prévoyaient des solutions telles que la bonne qualité des points de jonction, l'utilisation de linteaux suffisamment rigides, la réalisation de structures en forme de boîte par l'intermédiaire de chaînes et de ceinturage, l'insertion de contreforts afin d'empêcher des mécanismes de renversement. Ces précautions ont été vérifiées également dans les bâtiments touchés par le tremblement de terre du 6 avril 2009 de l'Aquila. Les nombreux effondrements ont démontré combien il est nécessaire d'approfondir leur rôle structural en tenant compte également de la variable temps, c'est-à-dire en étudiant l'efficacité structurale dans le temps à travers un plan d'entretien et de suivi des monuments historiques. Ces dernières décennies, des interventions de consolidation ont été réalisées sur des édifices historiques, utilisant des techniques modernes. Le tremblement de terre de l'Aquila en a constitué l'essai concret. Quels ont été les résultats obtenus sur la stabilité antisismique des bâtiments historiques? Les récentes interventions de consolidation en maçonnerie sur les édifices historiques n'ont pas eu les résultats escomptés lors de la mise en projet. En particulier, les éléments structurels en béton armé, qui ont remplacé les anciennes dalles et couvertures en bois, ont provoqué une augmentation aussi bien de la masse que de la rigidité structurale. Ce qui a, d'une part, amplifié l'action sismique et d'autre part a produit un phénomène de martèlement et d'effondrement partiel ou total des murs porteurs, surtout lorsque les maçonneries d'origine étaient de mauvaise qualité. Aujourd'hui, quel type d'intervention peut-on considérer comme excellente pour réduire la vulnérabilité des édifices historiques en zone sismique? Conseguire un comportamento scatolare, per esempio l'utilizzo di catene o cerchiature metalliche. Selon moi, chaque action d'amélioration sismique sur les bâtiments historiques devrait tendre vers une création de structures en forme de boîte dans l'ouvrage du bâtiment. Même les anciennes interventions, à travers l'usage des chaînes et des ceinturages, tendaient à améliorer les résistances aux actions sismiques, sans augmenter les masses en jeu. Néanmoins, il n'existe pas de panacée pour tous les maux, et personnellement je suis toujours assez sceptique quant à l'utilisation de manière acritique des solutions proposées en matière de codes de pratique ou de lignes de guide. Chaque solution doit être étudiée en fonction de la réalité du type de bâtiment sur lequel on opère, et en évaluant l'efficacité à travers une analyse structurale minutieuse. Ce risque, il était connu et c'est lui qui a conduit très souvent aux implantations des villages. Il y avait d'autres raisons défensives ou autres, mais le regroupement de ces constructions dans des points en sécurité. Ce qu'on observe depuis pas mal d'années, c'est lié surtout à un phénomène de développement démographique assez important et de nouveaux arrivants dans la région, en particulier entre l'Hérault et le Gard, qui se peuplent très rapidement. Le besoin de logement fait que, si vous voulez, ces dernières années, l'urbanisation s'est beaucoup développée par étalement.
dans un premier temps, on a dit il faut éviter maintenant de construire dans les cours d'eau et aux bordures des cours d'eau, et il vaudrait mieux construire sur les collines. Construire sur les collines, c'est pas évident non plus du point de vue du paysage, c'est pas évident du point de vue de l'urbanisation, l'amener des réseaux, etc. Et puis il ne faut pas oublier que cet étalement urbain, ou cette construction parfois diffuse, sans forcément prendre les précautions que prenaient sûrement plus les anciens, ça se double aussi parfois par des constructions qui se retrouvent dans des zones boisées où là il y a d'autres risques, qui est aussi le risque d'incendie qui peut être aussi dramatique. Donc c'est vrai que la réflexion sur la densification de l'existant, en ville ou dans des faubourgs, avoir des constructions plus denses ou voir un quartier se transformer pour devenir plus un quartier de petits collectifs ou en vertical, les constructions se densifient, effectivement, ça fait partie du débat. Donc ça fait partie de l'évolution de la réglementation de ces documents d'urbanisme qui introduisent aussi des règles du type, par exemple, refuge. Mais si on est dans un secteur où il n'y a pas de risque, se pose effectivement aussi la question de le densifier au détriment de secteurs qu'on aurait eu tendance à urbaniser, alors que là, il y a effectivement des risques. Et en plus, plus on crée un étalement urbain, plus on crée de la voirie, plus on crée des réseaux, plus c'est coûteux au niveau même de l'entretien. De l'économie, de la gestion d'espace, c'est d'ailleurs aussi, ça se double aussi avec une réflexion sur la consommation que ça représente de terrains agricoles de qualité. En ce qui concerne les monuments, c'est plutôt un problème, je dirais, les monuments anciens sont bien construits, sont plutôt même mieux construits que certains bâtiments, certains immeubles récents, certaines maisons en tout cas individuelles, et le seul risque qu'il peut y avoir, mais c'est un risque qui est permanent, c'est si le bâtiment n'est pas bien entretenu, s'il y a des fortes précipitations, il peut y avoir des infiltrations d'eau, il peut y avoir une dégradation, mais je dirais, là on est sur un problème qui est relativement classique et qu'on peut retrouver sur tout le territoire national. En ce qui concerne les bâtiments qui seraient vraiment situés à proximité de risques d'inondation très forts, que ce soit par l'écoulement, par le ruissellement et l'écoulement important d'eau, de quantité d'eau ou de débordement, on n'a pas de problème spécifique à part quelques cas particuliers. On a d'abord un cas particulier on a effectivement un patrimoine qui n'est pas inintéressant, qui est celui des moulins qui se trouvent en général en bord de rivière. Et effectivement, un certain nombre, notamment en 2002, je pense sur le Gardon mais aussi sur le Vidourle, ont été fortement impactés par ces quantités d'eau de crue. C'est vrai que c'est une des difficultés parce que soit ils sont privés, soit ils sont publics, et que leur réparation n'est pas toujours souhaitable par rapport à ces risques. En tout cas, il est hors de question de les conforter ou de les restaurer pour imaginer que ça puisse être un lieu de résidence, d'habitation, compte tenu du risque qui est considérable. Mais même s'il s'agit d'en faire un lieu visitable par des groupes, il y a une certaine réticence par rapport à ce risque. Après, il y a la possibilité éventuellement de maintenir comme témoin, mais c'est plus ou moins un bâtiment qui peut se présenter de manière uniforme, puis qui peut subir d'autres crues, puis qui peut à terme disparaître. Le cas est différent pour des ouvrages d'art historiques qui servent encore aujourd'hui en tant que tels. On a plusieurs ponts qui sont protégés ou dans des sites protégés qui ont subi très fortement les inondations. Je pense au pont Saint-Nicolas près de Nîmes, qui a été extrêmement malmené par cette crue, puisqu'il y a une partie, il a été coupé, même une arche qui a été même détruite. Et comme il s'agissait d'un axe de communication majeur entre Nîmes et Uzès, là, le Conseil général, puisque c'est un ouvrage départemental, a souhaité le remettre en état, le restaurer, évidemment avec un coût important. On a profité d'ailleurs pour souhaiter l'élargir un peu pour le rendre plus confortable. Et effectivement, là, on est sur un ouvrage qui a un caractère historique, mais qui n'était pas protégé au titre des monuments historiques, mais qui est dans un site classé. Donc là aussi, disposition particulière, comme j'indiquais tout à l'heure, coordination un peu entre tout le monde. Là, les services généraux ont rapidement étudié la remise en état de ce pont, et comme on était en site classé, on a fait valider par la commission des signes dans des conditions assez rapides pour que ça ne prenne pas de retard. Et la maison carrée a été entourée d'eau sur au moins 2-3 mètres
Mais il se trouve qu'elle est construite, et là les Romains tenaient compte sans doute de ce genre de phénomène, puisqu'elle est un peu surélevée. Les arènes, elles ont effectivement subi en 88 les inondations. Les phénomènes de 88 ont causé quelques dégâts qu'on a réparés, mais les dégâts principaux, ce qui abîme les arènes, c'est effectivement des problèmes de percolation d'eau, c'est des problèmes d'infiltration d'eau qui sont récurrents et qu'on connaît dans tout ce type d'édifice, qu'on va commencer à traiter effectivement par un projet de restauration assez conséquent, comme ça a été engagé aussi sur Ars, puisque les Romains, eux, avaient aussi très bien géré le problème de l'évacuation d'eau au fond dans un édifice qui est une sorte de grand théâtre ouvert, quoi, hein, et où l'eau, si elle tombe sur cet édifice, doit pouvoir s'écouler régulièrement, être récupérée. Leur système était très au point, mais les arènes de Nîmes, comme celle d'Arles, ne sont plus dans l'état dans lequel elles étaient à cette époque-là. Donc c'est un peu ces principes-là qu'il faut rétablir. C'est un peu l'enjeu qu'il y a dans cette restauration. Il y a une maison qui n'est pas mortée là-bas. On la voyait même pas, celle-là. Alors sur le pont du Gard, c'est principalement la rive droite qui a été fortement ravagée. Toutes les berges qui avaient un certain aspect, qui se sont retrouvées le lendemain de ces inondations avec le rocher complètement décapé, mis à nu. Un bâtiment qui existait avant l'aménagement, qui a été fait dans les années 2000, qui a été touché. Un autre bâtiment d'accueil sur la rive droite qui lui a été très endommagé par de l'eau qui est arrivée, aussi bien le débordement que l'écoulement par derrière. Ce sont des installations assez sophistiquées de mise en lumière du pont, puisqu'il y avait un grand artiste qui est intervenu sur l'éclairage du pont, qui est James Turrell. Donc les installations techniques, notamment partie basse et très proche du cours d'eau, ont été complètement détériorées et embarquées par les inondations. Le décapement vraiment total du site à cet endroit-là, qui a mis à nu la roche, on est sur de l'urgonien, le pont du Gard est posé sur ce rocher, a dégagé juste au pied du pont des traces que les archéologues ont repérées comme étant les traces sur lesquelles avaient été mis en place les engins de levage qui avaient permis la construction du pont. Donc ça c'est le côté positif de ce genre d'événement. Il y a une image symbolique en 2003, c'est l'eau qui rentre par l'intermédiaire du château et donc les pompiers qui mettent dans les douves du château une multitude de pompes pour pomper l'eau et la renvoyer dans le Rhône. Ça c'est une image importante et qui a frappé beaucoup, je pense beaucoup les Tarasconnais et qui nous a fait voir donc quelques petites entrave donc dans notre système et là-dessus nous avons de suite réparé ces inconvénients. Aujourd'hui, sur notre patrimoine, effectivement, nous avons d'abord, comme vous l'avez précisé, c'est une ville avec un patrimoine important. Nous avons 27 monuments inscrits ou classés et nous faisons attention donc à privilégier la conservation de ces sites. Alors bien sûr, c'est attaché, cette conservation du patrimoine, à tout l'aspect donc qui entoure la commune, c'est-à-dire bien renforcer nos digues et faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture de digues, de façon, et même au château aussi, puisque le château est pris par, tout au moins les douves sont pris en compte et les digues qui l'entourent par le CIMADREM, et nous sommes en train de vérifier donc ces digues qui entourent le château pour justement éviter qu'il y ait une rupture et donc bien vérifier encore cette notion de protection de la ville. Il serait négligent de la part d'un maire de favoriser le tourisme s'il ne prenait pas les dispositions nécessaires pour tout faire, pour sauver à la fois la vie des administrés, mais à la fois la vie de ceux qui viennent donc sur son territoire. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est même une opération nécessaire que de mettre en place tous les moyens qui sont susceptibles de sauver la vie des gens, quelle que soit l'époque, quels que soient les gens qui viennent, et encore plus le tourisme. Nous sommes sans discontinuité sur un patrimoine depuis l'ère romaine jusqu'à un patrimoine du XXe siècle,
puisque nous sommes actuellement en train de faire l'état du patrimoine du XXe siècle. Et nous abordons déjà le XXIe siècle, puisqu'il y a un projet particulièrement important sur une friche industrielle qui s'appelait les ateliers SNCF, avec un projet de Franck Guéry avec la fondation Luma, et qui serait un lieu destiné à tout ce qui touche en particulier à la photographie, puisque Arles est aussi la ville de la photographie, puisque nous avons l'École nationale supérieure de la photographie. Pour revenir au patrimoine, nous sommes inscrits au patrimoine mondial par l'UNESCO en ce qui concerne les monuments romains et romans. Alors, notre première préoccupation, c'est la prévention de ces monuments et donc de leur entretien et de leur restauration. Nous avons eu la chance d'avoir un plan patrimoine antique de plusieurs dizaines de millions d'euros, pour être précis à peu près 45 millions d'euros, ce qui nous a permis de restaurer à la fois l'amphithéâtre, le théâtre antique et les thermes de Constantin. Dans les 3 monuments cités, un est particulièrement exposé au risque, ce sont les thermes de Constantin, puisqu'elles se trouvent en bordure du Rhône, et je dirais même au niveau inférieur de l'étiage moyen du fleuve. Ce qui veut dire que lors de crues importantes, et en particulier je pense à la période 2003, de décembre 2002, janvier 2003, où nous avions une crue du Rhône qui dépassait largement les 10 000 mètres cubes secondes à Arles, nous avons eu effectivement des inondations. Depuis, nous avons pris des mesures vis-à-vis de ce monument et surtout vis-à-vis du fleuve, c'est-à-dire que nous avons quasiment étanchéifié toutes les prises d'eau ou les sorties d'eau, puisque c'est surtout l'évacuation de nos égouts, des eaux zénitales qui par ruissellement se jetaient naturellement dans le Rhône. Donc nous avons pris ces mesures-là. Et puis, toujours en bordure du Rhône, nous avons aussi un autre monument très important, qui est une ancienne commanderie de l'Ordre de Malte, et qui est le musée Réatu, et qui a dans ses murs des collections importantes, je dirais, d'art moderne. Et donc, là aussi, nous avons pris à peu près les mêmes mesures, plus un plan d'évacuation des œuvres. Voilà. Arles est membre d'un réseau qui s'appelle l'Alliance des villes européennes de la culture, parmi d'autres réseaux que je vous ai cités, comme aussi les villes et pays d'art et d'histoire, etc., etc. Mais donc, pour revenir à l'Alliance des villes européennes et de la culture, c'est un réseau, comme son nom l'indique, européen, qui regroupe une trentaine de villes d'Europe et de 11 nationalités. Issu d'un projet européen, l'objectif premier de ce réseau, c'était le partage des bonnes comme des mauvaises pratiques dans la gestion patrimoniale d'une ville. On a mis au point, avec AFNOR, et ça a été un autre projet européen qui s'appelait Calicity, on a mis au point un référentiel, il y a 53 points, sur la gestion d'une ville, tant sur un plan patrimonial, culturel, mais environnemental, le stationnement, la circulation, l'accessibilité, la propreté, les manifestations culturelles, enfin 53 points, jusqu'où un jour, ayant rencontré M. Fay, dans le cadre de l'élaboration et du montage d'un forum, il nous a dit, mais vous n'avez pas pris en compte les risques naturels. Nous travaillons maintenant depuis plus d'une année sur cette nouvelle méthodologie à apporter pour renforcer notre référentiel, et donc nous travaillons sur des points à ajouter par rapport aux risques naturels. Que ce soit les villes du bassin méditerranéen avec les problèmes de risques naturels que nous connaissons, que ce soit les phénomènes sismiques, incendies, inondations, etc., mais peut-être des pays avec des horizons un peu plus lointains par rapport à la Méditerranée, mais qui étaient tout aussi intéressés dans la conservation et la préservation de leurs sites et de leurs richesses par rapport à ces risques naturels, quels qu'ils soient. Et nous avons même intégré le phénomène qui n'est pas naturel, mais qui est un risque ô combien important, et on l'a vu dans les événements récents autour du bassin méditerranéen, c'est-à-dire le risque de conflit, et comment dans le cadre de conflit, on peut essayer de protéger, soit par des recommandations, soit par des conventions qui existent mais qui ne sont pas appliquées, ou effectivement tout simplement des évacuations des monuments pour la protection des sites, c'est-à-dire dans des phénomènes de conflictuels. Et on a un exemple, que ce soit Baalbek au Liban, que ce soit Mostar
en Bosnie-Herzégovine, etc., etc. Je veux dire, la liste est malheureusement trop longue. Souvent, nous sommes aussi sur un travail de coopération décentralisée avec d'autres sites, et en particulier de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, pas plus tard que la semaine dernière, nous étions à Osijek en Croatie pour partager ces échanges. Il y avait la ville de Tours qui est en coopération avec Marrakech, il y avait la ville d'Arles qui est en collaboration avec la ville de Gardaïa. Donc Gardaïa, qui est la vallée du Mzab, qui a subi des inondations catastrophiques il y a un an et demi. Nous avons la ville d'Aix avec Baalbek, nous avons etc., etc. Et donc on a passé 2 jours justement à travailler sur ces échanges et à travailler sur ces expériences pour affiner entre autres le principe d'un, je dirais, d'un vade-mecum, d'une méthodologie par rapport à ces coopérations et par rapport à nos propres expériences. Il n'y a pas de cloisonnement dans la réflexion. C'est une expérience qui sert, qui évolue, qui s'intègre, et que vous soyez en fait inscrit au patrimoine mondial, ou que vous avez une ville patrimoniale, ou que vous avez seulement un monument, etc., le principe est le même. Disons que c'est après seulement une échelle qui varie en fonction de l'intensité, de l'attention que vous portez, etc. Mais il n'empêche que nous sommes aujourd'hui dans une pratique d'échange quasi permanent. Dans l'histoire de ce patrimoine partagé, c'est aussi l'histoire de l'appropriation par sa population, quelle qu'elle soit, de l'ensemble de son patrimoine. Donc à ce moment-là, nous avons un patrimoine qui devient un lien social, et on le voit par rapport à la médiation, au service pédagogique de notre service du patrimoine, où chaque année, c'est à peu près 10% de la population qui est informée, et qui s'informe, soit dans le cadre des journées européennes du patrimoine, soit par les journées pédagogiques, etc., etc. Et puis, un dernier point fort important, c'est un patrimoine levier économique.